Nous sommes le vendredi 16 mai 2025. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Depuis hier, une vague d'interpellations, dont celle du président du parti Le Libéral, dans une affaire de corruption présumée. Vous entendrez dans ce journal les déclarations du ministre Alassane Seydou qui a livré l'affaire à la justice. Toujours dans cette édition, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines fait le point de quelques réalisations du gouvernement dans le secteur, notamment l'approvisionnement en eau dans plusieurs communes. À l'international, nous nous rendrons en France où l'ancien président Nicolas Sarkozy est désormais libre de ses mouvements après 3 mois de port de bracelets électroniques. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite. Je l'annonçais en titre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou a révélé le jeudi 15 mai 2025 que des manœuvres illégales auraient été engagées pour faciliter l'obtention du récépissé du parti Le Libéral en échange de fortes sommes d'argent. Une enquête a été ouverte et les agents de l'administration mis en cause ont été suspendus. Je vous propose de suivre l'intégralité de la déclaration du ministre. Les membres fondateurs, mandataires du parti politique Le Libéral, en abrégé LLB, ont transmis par la lettre sans numéro en date du 2 août 2024 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique le dossier de déclaration administrative de constitution de leur parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 5544 en date du 2 août 2024. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, ce dossier a été étudié. Au terme de l'étude du dit dossier, il a été notifié à nouveau le 19 février 2025 aux responsables du parti politique Le Libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page et annexé à la lettre numéro 215 en date du même jour. Enfin, par la lettre numéro 009 du 14 avril 2025 enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2104, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue à Abomey-Calavi le samedi 5 avril 2025. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025 aux responsables du dit parti politique, le récépissé provisoire en date du 25 avril 2025. Dans le but d'un enregistrement définitif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les responsables du dit parti politique ont envoyé par lettre numéro 021 du 7 mai 2025, enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2843, 2 exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique Le Libéral. C'est à cette étape que j'ai été informé de sources dignes de foi des faits de corruption avérés mettant en cause 2 cas du ministère, dont l'un de la direction des partis politiques et des affaires électorales et l'autre de la direction des affaires intérieures et des cultes sur le même dossier. En effet, le cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes aurait approché le principal responsable du parti en création pour lui proposer des facilitations contre rémunération de sa part en vue de faire aboutir son dossier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Proposition à laquelle ce dernier aurait adhéré. Le même cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes aurait par la suite contacté et convaincu le cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales contre promesse de rétribution. Ainsi, les intéressés auraient perçu d'importantes sommes d'argent du principal responsable du parti en création. Face à ces faits d'une extrême gravité, j'ai diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur et d'activer la brigade économique et financière
pour clarifier la situation. J'ai par ailleurs suspendu les 2 cadres de leurs positions administratives respectives sans préjudice des poursuites judiciaires qui en découleront. Je l'avais également annoncé un peu plus tôt dans les titres, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona, lors de son passage dans l'émission spéciale PAG 2021-2026, reddition de comptes, s'est prononcé sur les différentes perspectives envisagées par le gouvernement pour améliorer la disponibilité de l'eau en milieu urbain. De ces propos, il faut retenir que plusieurs communes du Bénin sont désormais ciblées par des projets de renforcement du système d'alimentation en eau potable. On l'écoute. Vous avez suivi, j'avais annoncé qu'il y a des contractualisations qui sont autorisées par le gouvernement. Et donc, quand on parle de contractualisation, c'est-à-dire qu'il y a encore un temps pour les formalités administratives et autres jusqu'à la signature du contrat et à la mise à disposition des terrains pour que les travaux puissent démarrer. Donc, en perspective, il y a la construction du nouveau barrage de l'IFO dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Sabé, de Dassazoumé, Glazoué et environ. J'avais parlé de 12 millions de mètres cubes d'eau, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il y a aussi ces mêmes travaux pour lesquels le gouvernement a déjà donné son autorisation pour la contractualisation. C'est les travaux de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Savalou et Banté. Et tout récemment, la dernière autorisation qu'on a eue du gouvernement, c'est la voie qui quitte le centre de traitement d'eau de Gobé vers le barrage de Aïdjoko, qui a été mis en délégation d'ouvrage à la CIRAT pour la réalisation de cette voie avec tout ce qui va avec les commodités qui vont avec, pour permettre une circulation fluide entre le centre de traitement et le barrage. Okay. Donc les autres projets vont se poursuivre et puis l'opérationnalisation de la SOBI va également se poursuivre en termes de réforme parce qu'il reste à, comme je vous l'ai dit, à mettre en place tous les outils de gestion, d'abord à nommer le directeur général, à mettre en place les outils de gestion pour la SOBI, mais également créer une nouvelle société qui va s'occuper de la partie exploitation et maintenance des infrastructures. Comme ça, la réforme aura été intégrée. Voilà. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a organisé les 14 et 15 mai 2025 à Grand Popo un séminaire de 2 jours sur la vérification des faits à l'intention des professionnels des médias en ligne. Plusieurs acteurs du secteur y ont pris part. L'objectif de cette initiative est d'outiller ces professionnels de l'écosystème numérique béninois pour leur permettre d'identifier et de déconstruire efficacement les fake news. Le compte rendu avec José Pogla et Jacob à vos septiens. La HAC reste pleinement disponible à vous accompagner à affûter vos arbres en cette matière à travers d'autres informations, à travers d'autres formations. Des outils d'appui et un dialogue permanent avec les acteurs de l'unité. Face à la prolifération des fausses informations dans l'espace médiatique, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, intensifie ses actions de formation au profit des acteurs des médias en ligne. C'est dans ce cadre qu'un séminaire de renforcement de capacité a été lancé le mercredi 14 mai à Grand Popo. Pendant 2 jours, journalistes, éditeurs et responsables de médias en ligne sont formés sur les techniques de fact-checking, une pratique devenue essentielle dans le traitement de l'information à l'aide du numérique. Tout citoyen, toute personne qui sait qu'il existe des outils désormais pour vérifier l'information peut s'en servir pour vérifier les informations. Cela veut dire que les journalistes ont le devoir d'être les premiers à maîtriser ces outils, de sorte que quand ils donnent une information, même si quelqu'un décide d'aller vérifier après, que la personne se rende compte que ce que ce média a dit, ce que ce média a écrit, ce que ce média a diffusé, c'est une vérité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la distinction entre le journaliste et tous ceux qui s'essaient à diffuser des messages par divers canaux. Les travaux ont été lancés en présence du président de la HAC, Edouard Loko, le vice-président Mohamed Barré et plusieurs autres conseillers de l'institution. Occasion pour le conseiller Fernand Baguidi, président de la commission de la formation, de rappeler les tenants et aboutissants de ce séminaire de formation. C'est de vous préparer vraiment aux conditions néfastes de votre métier dans ce domaine-là pour que vous puissiez savoir comment je passe l'information. Encore que vous savez, il y a une élection qui arrive et le feu, c'est facile de le faire, mais on ne sait jamais comment ça va finir. Et nous sommes aussi dans une période où
Ces fast-checking-là, comme on est en train de dire, peuvent mettre le feu dans le pays. Et pour nous, et pour le rôle que nous jouons, la RAC joue dans le cadrage des élections qui arrivent. Nous pensons qu'il est très, très important de parler avec vous, acteurs principaux, dans le véhicule de ces paroles-là. Vous êtes bénévole, vous savez. En fond, on dit, lorsque la parole tombe, on peut ramasser ça. Les participants ont suivi plusieurs communications animées par des experts autour de diverses thématiques. Il a notamment été question de la répression de la désinformation au Bénin à travers des cas récents, de la compréhension de l'écosystème informationnel en Afrique de l'Ouest, de l'anatomie de la fausse information, ainsi que des outils numériques utilisés pour le fact-checking. Au terme de cet atelier de formation, le président de l'UNAMEL Bénin s'est dit satisfait de cette initiative de la HAC, qu'il voit comme l'aboutissement des efforts de plaidoyer menés par son bureau. Au lendemain de notre élection à la tête de l'UNAMEL Bénin, nous avons fait le plaidoyer auprès de la HAC pour que les médias soient formés, surtout les médias en ligne. Nous avons besoin de formation parce que ce n'est que la formation qui nous permet d'être professionnels et de produire des contenus de qualité. Nous sommes heureux qu'en moins d'un an, que nous soyons conviés à une série de formations, dont celle-là qui concerne le fact-checking et la vérification des fausses informations dans un monde qui est en proie à la désinformation. Et pour des médias qui sont des médias en ligne, il est important d'appréhender tous les contours de la fausse information et de savoir comment vérifier les fausses informations, comment, en tant que média en ligne, s'empêcher de diffuser des fausses informations. À noter que ce séminaire de l'institution de régulation des médias intervient au moment où le Bénin se prépare à tenir ses premières élections générales prévues en 2026. La HAC s'attend donc à une couverture professionnelle, rigoureuse et responsable de ces échéances électorales. Hier, au Palais des Congrès de Cotonou, le ministre béninois des Sports, Benoît Dato, a officiellement remis les subventions aux clubs et fédérations sportives. Pour l'année 2025, le montant est estimé à plus de 4,6 milliards de francs CFA. Toutefois, des réajustements significatifs ont été opérés dans la répartition des fonds. Sur les 114 clubs concernés, certains ont vu leur aide réduite, d'autres inchangée ou augmentée. Côté fédération, la majorité subit une baisse, sauf quelques-unes comme celle de handball et de basketball récompensées pour leurs bons résultats. L'ex-président gabonais Ali Bongo et sa famille ont été libérés et sont arrivés à Luanda, en Angola, a annoncé ce vendredi la présidence de l'Angola sur ses réseaux sociaux. Cette libération a été rendue possible grâce à l'intervention diplomatique du président angolais, également président en exercice de l'Union africaine. Suite aux négociations entre João Lourenço et le président gabonais Brice Oligui Nguema, la famille Bongo a été autorisée à quitter le Gabon après plusieurs mois de détention à la suite du coup d'État qui a renversé Ali Bongo en août 2023. À Kinshasa, en RDC, après les inondations qui ont fait plusieurs dizaines de morts début avril, les autorités ont lancé depuis quelques jours une nouvelle campagne de démolition des constructions arnachiques installées le long des rives du fleuve Congo. Ces opérations visent à réduire les risques liés aux inondations récurrentes. Notons que c'est une politique mise en œuvre depuis des décennies, mais le problème d'engorgement urbain continue de peser lourdement sur la ville. Au Tchad, un nouveau feuilleton judiciaire s'ouvre pour l'opposant et l'ancien Premier ministre Succès Masra. Le président du parti Les Transformateurs est interpellé à son domicile à Djamena. Ce vendredi matin, par des commandos, ont annoncé ses proches et le parti. Pour l'heure, aucune idée des motifs de cette interpellation ni du lieu de détention de l'opposant. Mais le procureur de Djamena a confié à nos confrères de Radio France Internationale que Succès Masra faisait l'objet d'une procédure judiciaire. Le magistrat ajoute également que c'est lui qui a délivré un mandat d'amende contre le président des Transformateurs. Les brouilles entre Succès Masra et le régime en place ne datent pas d'aujourd'hui. En 2023, il a déjà été contraint à plusieurs mois d'exil avant de rentrer à la suite d'un accord signé à Djamena avec les militaires au pouvoir. Toujours hors de nos frontières, en France, 3 mois après sa condamnation, Nicolas Sarkozy a été débarrassé de son bracelet électronique. L'annonce a été faite par le parquet de Paris ce jeudi 15 mai. L'ancien président français, condamné à 1 an de prison ferme pour corruption dans l'affaire des écoutes, a obtenu une liberté conditionnelle.
Une possibilité à laquelle il s'était d'abord opposé, affirmant ne pas vouloir bénéficier d'un traitement de faveur. Âgé de 70 ans depuis janvier, il remplissait pourtant les conditions pour bénéficier d'un aménagement anticipé de peine. Nicolas Sarkozy recouvre donc sa liberté, mais continue de se dire victime d'une injustice et s'est retiré de la vie publique. Chris Brown est de nouveau face à la justice. Le chanteur américain a été interpellé dans un hôtel de Manchester jeudi matin. C'est dans le cadre d'une enquête pour coups et blessures graves. Les faits qui lui sont reprochés remontent en février 2023 dans une boîte de nuit à Londres. La victime aurait été frappée à la tête avec une bouteille, puis violemment rouée de coups de pied. C'est la police londonienne qui a donné l'alerte après avoir localisé la star sur le territoire britannique. L'artiste est en garde à vue en attente de son audition par le procureur. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que Chris Brown est accusé de violence. En 2009, il avait déjà été condamné pour avoir agressé sa compagne de l'époque. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez la grande édition du journal sur notre site htdtv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Très bon début de week-end à toutes et à tous.